Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. C'est vendredi, comme tous les vendredis, on parle avec Rémi Villemur. Salut Rémi. Salut Richard. Écoute, tu m'as envoyé le sujet de ta chronique. Je n'avais pas remarqué ça. Là. Donc, il y a un nouveau, soit chroniqueur, soit collaborateur aux pages opinion de la presse. Parle-moi du texte qu'il vient d'écrire. Ben, c'est son premier. Donc, des fois, on essaye de frapper un coup de circuit avec un premier texte dans le cadre d'une collaboration. Et lui, son texte de Dan Bifelski, c'est son nom, c'est un texte finalement... Il vient d'où, lui? C'est qui, ça? Je pense que c'est un Montréalais. Canadien-anglais, donc qui a travaillé pour le New York Times, qui a travaillé un peu partout. Et là, bon, il revient au Québec, en tout cas avec sa plume. Et dans ce premier texte-là qu'il livre, il essaye de nous faire réaliser que les politiques du gouvernement Legault commencent à déranger pas mal la communauté anglophone. Et il commence son texte, je pense que c'est la 3e phrase de son texte, en disant « Des gens dans ma communauté disent qu'il risque d'avoir une fuite des capitaux. » Donc là, moi, je me suis dit... Le coup de la Brinks. Le coup de la Brinks. Ça, là, moi, j'ai une espèce de petite fascination pour ces épisodes de chantage-là dans l'histoire du Québec. OK, pour ceux qui ne connaissent pas le coup de la Brinks. Ben, le coup de la Brinks, c'est 1970, quelques jours avant l'élection. Robert Bourassa est censé gagner l'élection, mais dans les derniers sondages, il est chauffé pas mal par René Lévesque. Et là, on a même l'impression que l'écart qui les sépare, c'est la marge d'erreur. Donc, la Gazette va recevoir un appel anonyme d'un employé de la Royal Trust qui leur dit « Demain matin à 9h, venez prendre des photos. Il y a 9 camions blindés qui prennent des capitaux et qui les envoient à Toronto. » Donc, il y a un journaliste, un photographe de la Gazette qui se rend sur place, prend en photo, immortalise le tout. Le lendemain, c'est dans le journal. Et quelques jours plus tard, ben, le PQ perd l'élection. Mais quand même, réussi à chauffer Robert Bourassa. On se rappelle, c'est, je pense, 25% du suffrage est allé au PQ. Ils ont eu à peine 2-3 députés. Donc, ils nous ont fait peur. Là, comme ils nous ont fait peur. Et l'argent va partir. Et c'était complètement faux. Puis il y a eu d'autres épisodes comme ça de chantage. Regarde, juste cet été, CBC publie un texte en juillet 2022, où CBC dit, ben là, la loi 96, la disposition qui oblige les nouveaux arrivants à apprendre le français en 6 mois, s'ils veulent communiquer avec le gouvernement, ça, je rappelle quand même que cette disposition-là n'est pas exagérée. Là. Dans n'importe quel pays du monde, t'as même pas 6 mois pour apprendre la langue officielle si tu veux contacter le gouvernement. Si tu contactes le gouvernement après 3 jours, ils vont pas te parler dans ta langue natale. Oui. Bon, voilà, mais ça, regarde, on est fou de même au Québec. Oui. Donc, la CBC, ce qu'elle dit en juillet 2022, c'est qu'on a commencé à discuter avec des gens dans l'industrie du jeu vidéo et on pense que ces gens-là risquent de partir. 2 ans plus tard, là, il y a 3000 employés de plus dans l'industrie du jeu vidéo à Montréal. C'est de la merde. Puis des épisodes comme ça, il y en a plein, Richard. Moi, un de ceux qui m'intéresse le plus, ça a toujours été 1967. On est au milieu du mandat de Daniel Johnson père, qui est affaibli par la maladie, a subi une crise cardiaque en 1964, il va en subir une 2e dans quelques mois et une 3e, et celle-là va être fatale. Donc là, il est fatigué. Il demande à son équipe de lui trouver un endroit sur Terre où il va pouvoir aller se reposer un peu. Okay. Hawaï. On l'envoie sur la plage à Hawaï. Et là, 1967, écoute, je te rappelle, le général de Gaulle est venu nous dire « Vive le Québec libre ». René Lévesque s'apprête à publier Option Québec. Les bombes sautent au FLQ. Jean Lesage a été battu aux élections en 66. Donc, on commence à parler d'indépendance. Et Daniel Johnson, et j'invente pas ça, c'est Pierre Godin, qui est son biographe, qui a raconté tout ça dans sa biographie. Il dit, il est sur la plage, puis il se dit, ouais, je pense que mon médecin m'a dit que si je continue, je vais mourir. Quitte à mourir, je vais aller au bout. Je vais faire quelque chose. Et il avertit son équipe et il leur dit, dès qu'on revient à Montréal, on part la machine. Et son équipe va appeler Paul Desmarais, qui va prendre l'avion en urgence, venir rejoindre Daniel Johnson, qui est un ami personnel, et lui dire sur la plage, il faut que tu recules, les capitaux s'en vont. Et Daniel Johnson va faire confiance à son ami, et comme il est vulnérable, il va écrire un texte qui va être publié dans le journal La Presse le lendemain. Le texte va être intitulé « Il n'y aura pas de muraille de Chine autour du Québec ». Daniel Johnson revient à Montréal. Jacques Parizeau l'appelle. Il dit « Qu'est-ce que vous avez fait, M. Johnson? » Il dit « Ben, j'ai eu peur. Les capitaux s'en allaient. » Il dit « Je suis à la caisse de dépôt et je vous confirme qu'aucune transaction irrégulière ne s'est produite. Vous avez été berné. » Mais quand tu dis Daniel Johnson voulait aller jusqu'au bout, il voulait quoi? Il voulait adopter des politiques très nationalistes? Ben, il avait déjà fait publier Égalité ou Indépendance. Donc, il laissait planer la menace de l'indépendance. Il voulait accélérer la machine. Il voulait au moins aller chercher plus de pouvoir à Ottawa. Je pense pas qu'il voulait faire l'indépendance, là, en toute franchise, mais je pense qu'il voulait commencer à mettre un peu plus de pression. Là, Desmarais, il a dit, ben non. Desmarais a dit, ben non. L'argent va sortir. Okay, ben là, écoute, on est en 2023, Christy, puis il y a encore des gens qui utilisent cet épouvantable
bataille-là, comme Dan Bifelski, le nouveau chroniqueur de la presse. Oui, puis je pense que la figure dont il faut se rappeler, c'est celle de Jacques Parizeau. Parce que Jacques Parizeau, lui, il se laissait pas avoir. Jacques Parizeau, en 1977, quand René Lévesque a demandé à Lorrain d'aller consulter la communauté anglophone en vue du dépôt du projet de loi 101, ils se sont rendus au Montreal Board of Trade. Ils ont rencontré Bernard Finstone, qui était le président du Montreal Board of Trade. Et Lorrain lui a dit, bon, ben écoutez, on est de bonne foi, on vous présente le projet de loi, c'est ça. Et ça va passer parce qu'on est majoritaire. Et Bernard Finstone s'est mis à rire en disant, don't forget that you're only the elected government. N'oubliez pas que vous êtes seulement le gouvernement élu. Et là, Lorrain a eu peur. Lorrain est sorti avec Parizeau, a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Parizeau a dit, bon débarras. Bon débarras. Tu l'as bien, là. Je l'entends, mais c'est cette attitude-là qu'il faut retrouver, Richard, parce que oui. moi, je veux dire, la communauté anglophone, je veux pas lui cracher dessus, lui piler dessus. Je veux qu'elle conserve tous ses droits. Mais l'arrogance, là, je suis écœuré. Et la paranoïa et de se montrer comme victime. D'ailleurs, il y a eu une manif dans ton coin, là, où tu demeures. Ah, mon Dieu. Ben oui, ça, c'est dimanche dernier. Donc, on a quelques personnes qui manifent au parc Trenholm à NDG. Et ces gens-là disent quoi? Ils disent deux choses. Ils disent, le français n'est pas en déclin à Montréal. La preuve, c'est qu'une vraie langue en déclin, c'est comme le Mohawk, qui est parlé par 1000 personnes, alors qu'il y a des millions de personnes qui parlent le français. Le français n'est pas en déclin. Donc, des grands esprits quand même, qui n'ont pas saisi que quand quelque chose est en déclin, c'est en déclin. Même si c'est des millions qui descendent, c'est en déclin. Et ils ont dit aussi, ces gens-là, qu'il fallait enfin reconnaître une chose, c'est que la communauté anglophone, Richard, puis là, j'aurais dû vraiment amener des mouchoirs, je pense. Elle est pauvre. Elle est pauvre, elle est plus pauvre que la communauté francophone. Et il y a une étude sur laquelle ces gens-là s'appuient, qui a été publiée il y a quelques semaines. Et cette étude-là, quand on la regarde comme du monde, quand on l'examine comme du monde, on se rend compte que, oui, effectivement, les anglophones sont plus pauvres que les francophones. Si on prend tous les nouveaux arrivants, et qu'on les rentre dans la communauté anglophone, les nouveaux arrivants qui ne parlent pas français et qui parlent l'anglais, ou les nouveaux arrivants qui s'obstinent à ne pas apprendre le français. Mais dans mon livre à moi, c'est pas des anglophones, c'est des allophones. C'est des allophones, la minorité historique anglophone. Ils prennent tous les immigrants, puis ils mettent là-dedans. Regardez, on est pauvres. Mais, tu sais, regarde, moi, hier, j'ai voulu en avoir le cœur net, là, puis j'ai monté, j'habite dans Hochelaga-Maisonneuve, j'ai monté jusqu'à Sherbrooke, je suis allé jusqu'aux raffineries, et là, j'ai parti mon timer, je me suis dit, je marche jusqu'à Westmount pour voir, tu sais, la richesse de l'Est par rapport à la pauvreté de l'Ouest. Donc, j'ai traversé les luxueuses raffineries, la richissime Tétroville, la merveilleuse Hochelaga, et là, je suis arrivé dans les favelas du centre-ville, le bled de Westmount. C'était horrible, Richard. J'ai eu peur. T'es revenu en courant dans ton quartier bourgeois? Je suis revenu en courant. Je rappelle quand même sérieusement que l'espérance de vie est de 10 ans moins élevée dans l'Est que dans l'Ouest de Montréal. Donc, sérieusement, les Anglais, là... Hey, ça, c'est une excellente chronique. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Bon week-end. Merci pour tes connaissances incroyables en histoire. Bienvenue. Merci, salut.